Le vieil homme entra en traînant les pieds dans la salle d'audience, les poignets menottés, le visage ridé, baissé dans une résignation silencieuse. La voix du greffier rompit le silence, « Précisez votre nom ». Sa réponse tremblante emplit la salle, « Elias Carter, sergent-chef, marine des États-Unis ». Personne n'aurait pu deviner ce qui allait se passer. Quelques minutes plus tard, alors que la juge parcourait son dossier, sa main se figea en l'air. Sa peau se vida de ses couleurs. Ce nom appartenait au marine qui avait autrefois porté son frère en sécurité sur le champ de bataille de Fallujah, avant de disparaître sans laisser de traces. Le respect, se rappelait-elle, ne disparaît pas avec la pauvreté ou l'âge. Elias Carter, aujourd'hui âgé de 69 ans, était assis, affalé sur le banc. Son manteau militaire trop grand lui enveloppait les épaules, ses manches tombant au-delà de ses poignets. Sous les lumières assourdies du tribunal, les années de deuil creusaient des rides plus profondes sur sa peau burinée. Autrefois, il avait revêtu une tenue de soirée impeccable, des médailles scintillant sur sa poitrine. Maintenant, il attendait son jugement vêtu de vêtements d'occasion, gracieusement offerts par un refuge. Affaire 47B, ville de Newbridge contre Elias Carter, annonça l'huissier. Accusé de trouble à l'ordre public, d'intrusion et de résistance à l'arrestation, il se releva lentement, les articulations de ses genoux protestant après des décennies de service et de blessures non soignées. Le Vietnam d'abord, l'Irak ensuite. Des cicatrices visibles et des traumatismes enfouis, portés sans plainte au fil des ans. Le procureur, jeune et impeccablement soigné, se leva pour parler. Son ton habituel dissimulait peu de compassion. Monsieur Carter a été averti à plusieurs reprises de ne pas s'attarder près du Jefferson Street Café. Le propriétaire a déposé 3 plaintes rien que ce mois-ci. Ce qu'il oublia de préciser, c'est qu'Elias ne mendiait jamais. Il se contentait de chercher de la chaleur près d'une bouche d'aération les nuits froides. L'agent qui l'a arrêté a témoigné ensuite, il a trouvé Elias derrière le café à 23h45, refusant apparemment de quitter les lieux comme on le lui avait ordonné. En réalité, Elias n'avait demandé que 5 minutes de plus pour finir la moitié d'un sandwich offert gentiment par le cuisinier du café. Sa demande polie, cependant, était restée lettre morte. C'est sa 3e citation cette année, a poursuivi le procureur. Nous recommandons 30 jours de travaux d'intérêt général et une interdiction d'accès au centre-ville. Une telle ordonnance priverait Elias du seul refuge qui le tenait au chaud et le priverait des repas servis à l'église, le condamnant à affronter seul les nuits d'hiver. La juge Olivia Parker s'adressa enfin à lui, « Êtes-vous représenté par un avocat aujourd'hui » Elias secoua la tête. Son avocat commis d'office avait été appelé pour une affaire urgente. « Souhaitez-vous vous défendre » demanda la juge, le regard fixé par-dessus ses lunettes. Elias s'éclaircit la gorge d'une voix rauque. « Pas d'excuse, madame. J'avais juste besoin de me réchauffer. » Le regard de la juge resta indéchiffrable tandis qu'elle insistait, « Pourquoi cet endroit ?» Il hésita, puis parla de Jimmy le cuisinier, qui le connaissait depuis l'enfance, son propre père ayant servi à ses côtés pendant la tempête du désert. Rompant avec la procédure habituelle du tribunal, le juge demanda doucement, « Et votre service ?» Elias se redressa, la fierté illuminant son visage. Corps des marines des États-Unis. Sergent-chef, 2e bataillon, 8e régiment de marine. De 1975 à 1995. Irak. Les mots résonnèrent lourdement, des décennies de fierté enfouies enfin exhalées. Sa plume marqua rapidement le dossier avant qu'elle ne puisse reprendre la parole. Puis les portes du tribunal s'ouvrirent. Un homme élégamment vêtu entra, mallette à la main, l'air décidé. Il s'arrêta à la table de la défense. « Votre honneur, Alexander Ross, mandaté pour représenter Monsieur Carter, » annonça-t-il calmement. Elias le regarda, perplexe, il n'avait pas engagé d'avocat et pouvait difficilement s'en payer un. « C'est très inhabituel, » observa la juge Parker. Le tribunal n'a pas été informé de la nouvelle représentation. Ross inclina respectueusement la tête. « Je demande une brève suspension d'audience pour m'entretenir avec mon client. » L'expression de la juge ne trahissait rien. « L'audience sera suspendue 15 minutes, » déclara-t-elle en rejoignant son cabinet. Se penchant vers l'inconnu, Elias murmura, « Je n'ai pas d'argent pour ça. » Ross sourit doucement. « Tu n'en auras pas besoin. Mon cabinet est au Williams, Ross et Parker prend ton dossier en charge bénévolement. » Elias fronça les sourcils en entendant ce nom familier. « Parker ?» Ross acquiesça. Exactement comme le juge. Seul dans son cabinet,
La juge Parker retira ses lunettes, les mains tremblantes. 20 ans de carrière lui avaient appris à garder son sang-froid, mais rien ne l'avait préparé à cela. Elle sortit une photo patinée du tiroir de son bureau, elle, des années plus jeune, debout aux côtés de son frère, le lieutenant Jack Parker, dans son uniforme de marine. Son bras reposait fièrement sur ses épaules, leur sourire rempli d'espoir à l'occasion de sa nomination. À côté de la photo se trouvait la dernière lettre de Jacques d'Irak, aux bords amincis par des années de chagrin silencieux. Dans cette lettre, il décrivait un échange de tirs aux abords de Falloujah. Coincé, son unité était vouée à une mort certaine, jusqu'à ce que le sergent-chef Quinn charge sous les tirs, arrachant un marine blessé à la sécurité et protégeant leur retraite. Sans lui, avait écrit Jacques, aucun d'entre nous n'aurait survécu. 2 semaines plus tard, Jacques mourait sous l'explosion d'un engin explosif improvisé. Elle se souvenait des funérailles, le drapeau plié, le chagrin silencieux de ses parents et le marine qui s'était approché après. « Votre fils m'a sauvé la vie », avait-il dit. « C'est moi qui l'a porté. » Il n'avait jamais terminé sa phrase, il n'en avait pas besoin. Elle n'avait jamais oublié son nom, Mason Quinn. Des années auparavant, elle l'avait recherché, mais on lui avait annoncé qu'il avait été immédiatement réaffecté, puis renvoyé de l'armée pour cause de syndrome de stress post-traumatique sévère et de traumatisme crânien. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, il siégeait dans sa salle d'audience, à l'insu de tous sauf d'elle. Un coup sec interrompit sa rêverie. Alexander Ross entra, l'inquiétude gravée sur le visage. « Olivia, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en appelant par son nom l'ancien associé de son défunt mari et ami de toujours. « C'est lui, Alex » murmura-t-elle en désignant la photo. « Le marine qui a sauvé Jacques, celui qui l'a sorti de cette embuscade. » Les yeux de Ross s'écarquillèrent de reconnaissance. « Le vétéran sans abri dans votre salle d'audience ? C'est Elias Carter, celui-là même que vous cherchiez. » Olivia hocha lentement la tête. Son état de service le confirmait, Falloujah, 2004, même unité que Jacques. Il avait obtenu la Silver Star pour l'engagement même que Jacques avait décrit. « C'est-il qui tuait » demanda doucement Ross. « J'en doute, répondit-elle. J'ai épousé Thomas après mes études de droit et j'ai pris son nom. Carter ne me reconnaîtrait plus aujourd'hui. 20 ans peuvent tout changer. » Elle prit une inspiration, essayant de se calmer. Comment un héros pareil peut-il finir comme ça, Alex ? Comment quelqu'un qui a sauvé des vies peut-il se retrouver seul dans un tribunal, juste pour avoir essayé de se réchauffer ? Ross secoua la tête, l'air empreint de compassion. Durant les quelques instants que nous avons échangés, j'ai senti qu'il avait enduré plus que la plupart ne pouvaient supporter. Un grave syndrome de stress post-traumatique après son dernier déploiement, la perte de sa femme alors qu'il était encore à l'étranger, des formalités administratives qui étouffaient ses allocations, puis des années de travaux de construction jusqu'à ce que ses blessures rendent tout levage impossible. S'ensuivirent la perte de son emploi, l'expulsion et, enfin, la vie à la rue. Olivia ferma les yeux, la voix de Jacques résonnant dans sa mémoire. Carter était le meilleur d'entre nous, le genre de marine prêt à tout risquer pour ses frères. Si je suis à moitié aussi bon, je me considérerais chanceux. Ross se pencha en avant et parla doucement. Vous pourriez vous récuser, juge. Personne ne le remettrait en question. Elle se redressa, résolue. Non, dit-elle fermement. Je ne laisserai pas cet homme disparaître à nouveau. Je sais qu'il y a des risques éthiques, admit-elle avant de marquer une pause, mais il y a aussi des obligations éthiques, surtout envers ceux qui ont tout donné pour ce pays. Lorsque la juge Parker est revenue à son siège, sa posture était impeccable, sa voix posée, son visage indéchiffrable. Pourtant, ceux qui la connaissaient bien ont peut-être remarqué un léger tremblement dans ses mains tandis qu'elle ajustait ses papiers. « Monsieur Ross » a-t-elle demandé d'un ton solennel, « votre client a-t-il pris une décision ?» Ross se leva doucement. « Oui, votre honneur. Nous demandons l'abandon des charges. » Monsieur Carter n'était pas en train d'entrer sans autorisation, il essayait de survivre à un gel dangereux, et nous pouvons prouver que les employés du restaurant lui ont donné une autorisation implicite pour être sur les lieux. Le procureur ouvrit la bouche pour protester, mais Parker leva la main et il se tut. « J'ai des questions pour l'accusé, » dit-elle en se tournant vers Elias. « Monsieur Carter, votre dossier militaire mentionne Falloujah en 2004. Est-ce exact ?» Elias se redressa, son instinct retrouvé depuis des décennies. « Oui, madame. 2e bataillon, 8e marine. » Et le 17 avril, a-t-elle insisté,
avez-vous participé à une opération près de la limite ouest de la ville? Il hocha la tête. Oui, madame. Nous escortions un convoi de ravitaillement lorsque nous sommes tombés dans une embuscade. Au cours de cet échange de tirs, a-t-elle poursuivi, avez-vous secouru un officier blessé, le lieutenant Jacques Parker, alors qu'il était sous le feu ennemi? La salle d'audience retint son souffle. Les yeux d'Elias se plissèrent tandis que le nom s'imprégnait, des souvenirs s'agitant sous ses traits burinés. Parker, murmura-t-il. Oui. Jeune lieutenant, courageux, il a pris un coup en essayant de sortir un médecin blessé de la ligne de tir. Je l'ai rejoint et traîné à couvert. Il n'arrêtait pas de me crier d'aider les autres, me disant de le laisser derrière. Dans la galerie, un homme aux cheveux argentés, vêtu d'une veste de la Ligue des Marines, se pencha en avant, son attention s'aiguisant. « Et qu'est-il arrivé au lieutenant Parker » demanda la juge Olivia, la voix posée, même si tout tremblait en dessous. « On l'a eu sur l'avion » répondit doucement Elias. « Il a réussi à atteindre l'Allemagne, paraît-il. » Mais quelques semaines plus tard, son convoi a heurté un engin explosif improvisé. Sa voix tremblait. Pendant des années, je me suis demandé si le sauver n'avait fait que retarder l'inévitable. Peut-être que je l'avais aggravé. Avant que quiconque puisse répondre, le marine aux cheveux argentés se leva brusquement. « C'est lui » s'exclama-t-il en pointant du doigt. « C'est le sergent-chef Carter. J'étais là, il a sauvé 6 d'entre nous ce jour-là. » Un murmure de halètement parcourut la salle d'audience. La juge Parker frappa une fois son marteau, d'un ton ferme, mais sans son mordant habituel. « À l'ordre » dit-elle d'une voix moins autoritaire que d'habitude. Un silence tendu s'installa dans la salle. Elias garda les yeux baissés, mal à l'aise sous le coup soudain des projecteurs. Le marine plus âgé resta debout. « Votre honneur, dit-il calmement, je ne veux pas vous interrompre, mais j'étais là. Carter a été pris pour cible en mettant ce lieutenant en sécurité. » Le procureur s'est levé. « Votre honneur, si le service militaire de M. Carter est louable, il n'est pas pertinent pour ces accusations. » La juge Parker l'interrompit sèchement. « Le tribunal n'est pas d'accord. » « C'est extrêmement pertinent. » Elle posa lentement son marteau. « L'audience est suspendue 10 minutes. Huissier, assurez-vous que M. Carter reste présent. » Au moment où elle s'apprêtait à quitter le banc, elle marqua une pause chose rare. Son regard croisa celui d'Elias, le regarda véritablement, pour la première fois. « Monsieur Carter, dit-elle doucement, à mon retour, il y a des sujets bien plus importants que cette affaire dont nous devons discuter. » Dans son cabinet, la juge baissa enfin la garde. Des doigts tremblants se pressèrent contre ses lèvres, comme s'ils contenaient 20 ans de chagrin enfoui. Après une longue inspiration, elle décrocha le téléphone. « Colonel Matthews, c'est Olivia Parker. »« Oui, je sais que ça fait longtemps, mais j'ai besoin d'une faveur, de toute urgence. » Exactement 10 minutes plus tard, elle revint dans la salle d'audience, entourée de 3 marines, un colonel, un sergent-chef et un jeune caporal portant une caisse en bois poli. Des murmures et des halètements parcoururent la foule. À la vue de ces uniformes, Elias se redressa instinctivement, les articulations raides, mais la posture fière, la mémoire musculaire surpassant les années. La juge Parker posa ses lunettes et, pour la première fois de sa carrière judiciaire, s'adressa à la salle d'audience non pas en tant que juge, mais en tant que personne. Avant de poursuivre, commença-t-elle d'une voix claire, je dois partager un lien personnel avec cette affaire. Elle regarda Elias droit dans les yeux. Le lieutenant Jacques Parker dont j'ai parlé plus tôt, c'était mon frère. Le silence s'abattit comme un poids. Les sourcils d'Elias se froncèrent, une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux tandis que la tension montait. Il y a 20 ans, Olivia poursuivait, mon frère a écrit à sa famille au sujet d'un sergent-chef qui lui avait sauvé la vie à Fallujah. Il disait, cet homme a couru sous le feu ennemi pour me rejoindre, puis a couvert le reste de mon unité pendant qu'ils évacuaient les blessés. Cet homme était le sergent Elias Carter. Depuis la tribune, le marine qui s'était levé plus tôt s'avança à nouveau. « C'est vrai, dit-il. Je l'ai vu de mes propres yeux. Carter a dû tirer 2 balles pour mettre cet officier en sécurité. » La juge Parker hocha la tête, les larmes aux yeux. 2 semaines plus tard, mon frère était tué au combat. À ses funérailles, plusieurs marines sont venus voir notre famille. Ils ont parlé du courage de Jacques, mais aussi de l'homme qui nous a offert 2 semaines supplémentaires avec lui, un temps que nous n'aurions jamais eu autrement. Elle se tourna vers Elias.
Après la mort de Jacques, j'ai essayé de te retrouver, mais le corps des marines a dit que tu avais été redéployé. Des années plus tard, j'ai appris que tu avais été démobilisé, mais personne n'a pu me dire où tu étais allé. Elias resta silencieux, chaque émotion se jouant sur son visage buriné. Je n'ai jamais cessé de chercher, murmura-t-elle. Et maintenant, que ce soit par le destin ou par une force supérieure, tu entres dans mon tribunal. Elle fit signe au colonel à côté d'elle. Voici le colonel James Matthews, dit-elle. Il commandait l'unité de mon frère. Il a quelque chose à partager. Matthews s'avança. Sergent-chef Carter, commença-t-il, le corps des marines essaie de vous localiser depuis un certain temps. Votre dossier personnel figurait parmi des milliers d'autres examinés dans le cadre de l'initiative de réexamen des anciens combattants, a-t-il expliqué. De nouveaux renseignements concernant vos déploiements en Irak et en Afghanistan justifiaient une mise à jour de vos distinctions et de vos avantages. Le caporal à ses côtés ouvrit l'étui en bois qu'il tenait dans ses mains. À l'intérieur, une médaille reposait sur un velours bleu profond. Sur ordre du secrétaire à la marine, le colonel annonça, le 17 avril 2004, que la Navy Cross était décernée au sergent-chef Elias J. Carter, du corps des marines des États-Unis, en reconnaissance de son acte de bravoure extraordinaire. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle d'audience. La Navy Cross, la deuxième plus haute distinction après la Medal of Honor. Jusqu'à récemment, certaines parties de votre mission étaient confidentielles, poursuivit le colonel Matthews. Mais vos actions ce jour-là n'ont pas seulement sauvé le lieutenant Parker et 5 marines, elles ont déjoué une embuscade qui aurait pu anéantir tout le convoi. Votre Silver Star a été officiellement revalorisée, a-t-il conclu. La mâchoire d'Elias se crispa. Pour la première fois, son sang-froid se brisa. Il doit y avoir une erreur, dit-il doucement. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait mon travail. C'est exact, sergent, répondit le colonel d'une voix résolue. Et cela aurait dû être fait depuis longtemps. Depuis la tribune, une voix claire retentit, garde à vous sur le pont. Les marines aux cheveux argentés se mirent au garde à vous, suivis d'autres, vétérans, anciens officiers, et même des civils conscients du poids du sacrifice. Un par un, ils se levèrent et saluèrent Elias Carter. Bientôt, toute la salle se leva. Même le procureur se leva, pris entre la bienséance juridique et la décence humaine. La juge Parker, incapable de se contenir, essuya ses larmes. Sa voix tremblait. Compte tenu de ces événements extraordinaires, toutes les charges retenues contre le sergent-chef Elias Carter sont par la présente abandonnées. De façon permanente. Elle abaissa son marteau avec force. L'audience est levée. Alors que la salle commençait à se calmer, le sergent-chef s'approcha d'Elias, une tablette à la main. Monsieur, nous essayons de vous joindre pour corriger vos dossiers des anciens combattants. Votre taux d'invalidité a été réévalué, 100% lié au service, rétroactif à votre date de libération initiale. Elias cligna des yeux, stupéfait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela signifie que vous avez droit à un salaire rétroactif complet, monsieur, une couverture médicale complète, une aide au logement, des avantages éducatifs, tout ce dont vous avez besoin à l'avenir. Ross s'est avancé avec détermination. Notre entreprise veillera à ce que chaque élément soit traité. Fini les retards et les obstructions. Du fond de la salle d'audience, Jimmy, le cuisinier qui avait laissé des sandwichs derrière le café, s'avança, les yeux remplis d'émotion. Mon père me racontait souvent, commença Jimmy, qu'il y avait un marine qui avait sauvé toute sa section. Il disait, si jamais tu rencontres un homme nommé Elias Carter, tu lui dois tout. Jimmy tendit la main, les larmes aux yeux. Je ne savais pas que c'était toi. Jusqu'à aujourd'hui. Le procureur, visiblement ému, s'approcha lentement. Monsieur, je n'en avais aucune idée. Veuillez accepter mes plus sincères excuses pour la façon dont cette affaire a été traitée. Elias se tenait au milieu de la salle qui s'élevait, sa posture retrouvant sa puissance tranquille, comme si des décennies d'honneur non exprimé étaient enfin levées, un souffle à la fois. La juge Parker quitta le banc. Il n'y avait plus de distance, plus de barrière entre eux. Elle s'arrêta devant lui, la voix ferme mais chargée de sens. Mon frère nous a raconté ce que vous lui avez dit ce jour-là, commença-t-elle doucement. Aucun marine ne sera laissé pour compte. Pas tant que je suis encore en vie. Aujourd'hui, sergent Carter, nous tenons enfin cette promesse. 2 semaines plus tard, Elias Carter se tenait devant un miroir, s'adaptant à une vie qui lui semblait encore irréelle.
Il se trouvait dans un appartement calme, faisant partie d'un programme de logement construit spécialement pour les vétérans comme lui. Les murs étaient simples et nus, à l'exception d'un cadre, une exposition de sa croix de la marine fraîchement décernée, flanquée de ses Purple Hearts et de ses médailles de service, perdues depuis longtemps. Ross les avait retrouvées, récupérées dans un garde-meuble vendu des années auparavant. Un coup frappé le fit reculer. Il ouvrit la porte et découvrit Olivia Parker, seule, sans robe, tenant une petite boîte. « Puis-je entrer, sergent Carter ?» demanda-t-elle. « Seul Elias suffit », dit-il avec un humble sourire. « Alors, il n'y a plus qu'Olivia », répondit-elle en entrant. Elles étaient assises l'une en face de l'autre dans le modeste salon, le silence de leur passé commun planant profondément. « J'ai apporté quelque chose », dit Olivia en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres usées, soigneusement ficelées. Elles sont de Jack. Il nous écrivait chaque semaine pendant son déploiement. Elle en tendit une à Elias. Celle-ci te mentionne. Elle est datée du lendemain du jour où tu l'as sauvé. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il le déplia. L'écriture de Jack était claire et nette, telle qu'il s'en souvenait. « Maman, papa » lit Elias à voix haute, « ne t'inquiète pas pour les nouvelles. Je suis en sécurité grâce à l'un de nos sous-officiers. Le sergent-chef Carter a fait quelque chose hier que je n'arrive toujours pas à croire. Quand notre unité a été prise en embuscade, il a traversé le feu ennemi comme s'il n'existait pas. Il a refusé de me quitter même quand je le lui ai ordonné, ou il a dit qu'aucun marine ne devait être abandonné, pas sous sa garde. » La voix d'Elias se brisa. Olivia ajouta doucement, « Il parlait souvent de toi. Il disait que tu étais le marine qu'il admirait. C'était un bon officier. » Aya dit doucement, encore jeune, mais il se souciait de son peuple. C'est rare. Olivia a regardé autour d'elle dans l'appartement. Après la mort de Jacques, j'ai fait des études de droit, a-t-elle dit. Ce programme du tribunal des anciens combattants, l'initiative pour le logement, tout a commencé à cause de ses écrits sur la façon dont le système oublie les siens. Elias se tortilla, mal à l'aise. Je ne suis pas un héros, dit-il. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. C'est exactement ce que disent toujours les héros, répondit Olivia avec un sourire discret. Elle hésita, puis ajouta, il y a encore une chose que tu dois savoir. Le jour de la mort de Jacques, il dirigeait une mission pour traquer les insurgés qui s'en prenaient aux civils. Il s'est porté volontaire. Sa dernière lettre disait qu'il voulait être à la hauteur de ton exemple. Cette phrase frappa Elias plus durement que n'importe quelle blessure au combat. Pendant 20 ans, il avait porté le poids du doute, se demandant si sauver Jacques avait été un cruel retard, si son sacrifice avait eu une quelconque importance. « Il n'est pas mort à cause de toi », dit doucement Olivia, lisant en lui comme dans un livre. « Il a vécu comme il l'a fait grâce à toi. » Ils étaient assis en silence. Deux villiers par le service et le chagrin. Dehors, la neige commençait à tomber, douce et régulière, recouvrant la ville d'un blanc apaisant. Finalement, Elias prit la parole, d'une voix à peine audible. Pendant des années, dormant sur les trottoirs, j'ai pensé que personne ne se souvenait, comme si rien n'avait plus d'importance. Olivia hocha la tête. Mais c'est vrai, dit-elle. À Jacques, à tous les marines que tu as sauvés, et à moi. En se levant pour partir, elle posa une main sur son épaule. Jacques disait que la valeur d'un marine ne se mesure pas à ce qu'il fait devant une foule, mais à ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Tu l'as vécu, murmura-t-elle. Même lorsque le monde l'oublia, Elias resta plus grand qu'il ne l'avait été depuis des années, une force tranquille irradiant de lui-même. Quelqu'un s'est souvenu de mon nom, dit-il doucement. Après tout ce temps, quelqu'un s'est souvenu. À cet instant précis, quelque chose de brisé depuis longtemps a commencé à se guérir, non seulement chez Elias Carter, mais chez chaque âme oubliée par le système qu'il servait. Certains héros sauvent des vies, puis passent leur vie à attendre que quelqu'un sauve la leur. Mais parfois, la dignité n'a pas besoin de gloire.